Je vais vous proposer d'accueillir Cyril Verbrugge et William Gissereau. Merci. Salut. Ça va mieux comme ça. Voilà, merci donc d'être avec nous tous les deux. Et moi, je suis dans la salle pour que dès que vous le souhaitez, on puisse faire intervenir les personnes et également, alors c'est Brice, c'est pas Géry qui est avec nous, pour prendre les questions Internet ou les interventions Internet des personnes qui sont en distanciel. Donc, je pense que là, Brice, le mieux, ça sera éventuellement de m'interrompre pour poser des questions si tu en as. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc le thématique d'aujourd'hui, ça va être l'IA, la confiance et le project management. Juste avant, donc on va se présenter, William et moi, et on va vous proposer un format un peu particulier, vous allez voir. On s'est rendu compte depuis qu'on a créé notre tech, William et moi, et qu'on a décidé de totalement chambouler le sujet de la planification avec notamment du génératif, que depuis chaque fois qu'on fait des conférences, il y a toujours beaucoup plus de temps de questions-réponses que de temps de présentation théorique. Donc notre idée aujourd'hui, c'est de vous laisser l'opportunité de faire de cette conférence votre conférence et de poser toutes les questions que vous voudrez. On a évidemment notre trame, bien sûr. Mais le but, c'est de ne pas la suivre et de répondre à vos questions, d'aller là où vous voulez qu'on aille, parce que tout le monde parle de l'IA, nous on l'a fait. Donc on la construit chaque jour, c'est un chemin qu'on suit depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on a envie de faire ce petit bout de chemin sur maintenant 40 minutes avec vous. Donc, pour me présenter, donc moi je suis Cyril Verbrugge, je suis l'heureux cofondateur avec William de la société Ofolio. J'ai démarré avec un appel de William il y a maintenant plus de 4 ans qui m'a dit « Écoute, j'ai une idée folle, on va automatiser la planification projet ». Alors moi, je ne savais pas ce que c'était l'automatisation. Je ne savais pas ce que c'était la planification projet non plus, mais je me suis dit banco, on y va parce que ce gars-là, en fait, je l'ai rencontré il y a plus de 15 ans maintenant, à juste quelques centaines de mètres d'ici. Et donc, rien que pour ça, d'avoir l'occasion aujourd'hui de faire cette conférence avec vous, c'est l'opportunité de boucler la boucle. Donc on est très heureux. Et moi, je venais du monde de la finance de marché, finance d'entreprise, toujours sur des approches orientées ROI, rentabilité, projection. Et j'ai été très surpris par le manque justement d'intégration du ROI dans les sujets de planification projet. Donc voilà ce que moi j'ai amené à titre personnel dans ce sujet de la planification avec toi, William. Merci Cyril, très bonne introduction. Du coup, moi je me présente, donc William Gissereau. À la base, je suis planificateur industriel, mais j'ai eu la chance quand même de faire un master en informatique avant d'être planificateur. Et du coup, on va vous parler des problématiques autour de la planification qu'on connaît très bien avec Cyril. J'ai eu la chance de pouvoir planifier notamment des projets dans le nucléaire, dans le transport, des plannings qui faisaient plusieurs milliers de lignes, à tirer des barres finalement, à tirer des liens. C'était un peu un boulot finalement de souffrance. Et du coup, il y a 4 ans, je suis venu voir Cyril et je lui ai dit « j'en peux plus, il y a forcément un moyen d'automatiser la planification projet ». Et du coup, je lui ai montré le prototype que j'avais fait sous Excel. Et on est parti dans l'aventure avec Cyril. Et aujourd'hui, on est devenus les leaders dans l'intelligence artificielle sur la planification projet. Et donc l'idée aujourd'hui, ça va être de répondre à vos questions, de vous expliquer comment on a fait pendant 4 ans pour monter tous ces modules d'intelligence artificielle. Et peut-être pour vous lancer un petit peu, on va vous donner notre vision aussi, ce qui nous a amené à aller jusqu'ici. Je vais rebondir sur les propos d'Antonio Nieto Rodriguez, qui est un peu un mentor pour nous, et vous avez peut-être remarqué, si vous avez assisté à sa conférence, qu'on a un lien particulier. En fait, on partage quelque chose de fort, c'est la vision sur la project economy. Il y avait un chiffre qui était frappant, 70%. 70% des projets n'atteignent pas leurs objectifs, et pourtant, on est face à une société qui exige de plus en plus de rapidité, de performance, et justement beaucoup plus d'exigences dans notre capacité à faire des mutations
sans déchets, que ça soit dans la capacité à améliorer notre consommation, notre capacité à produire de l'énergie qui soit plus verte. Tout ça, c'est des grands projets d'envergure auxquels l'humanité fait face. Et si on est capable de réussir que 30% de ces projets, on est plutôt sûr qu'on n'y arrivera pas. Et donc, nous, on s'est dit, le planning est quand même un aspect central du projet. Et dans une économie projet qui va prendre de plus en plus de place, dans une obligation à réussir, notre obligation à nous, c'est de construire une brique, une technologie qui doit permettre de mettre du succès dans ce qui est aujourd'hui du non-succès. Et ce n'est pas faute d'essayer. On sait que dans le projet, on est tous plein de bonne volonté, plein de méthodes, mais force est de constater qu'il y a besoin d'aller plus loin. Et donc voilà ce que nous, on a décidé de faire. Et donc on a décidé de le prendre par le bout du planning, et notamment parce qu'en fait, le planning, c'est la décision. Prendre la bonne décision au bon moment, c'est être capable d'avoir le bon livrable, l'instantanéité tout de suite, et pas dans une semaine, pas dans un mois, et avec la bonne richesse. Sinon, on a des biais. Et l'intelligence artificielle, elle est intéressante dans ce domaine-là, parce que quand on parle d'instantanéité, maintenant, on connaît tous l'aspect génératif. On pose une question, on a une réponse. Donc nous, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Transformer le processus pour mettre de l'agilité dans le processus de planification, et être capable d'avoir une réponse à une question qui soit précise, technique, et une réponse qui soit elle aussi précise, technique. Et le deuxième aspect, en fait, c'est la richesse. C'est-à-dire que un planning en soi, ça peut être vu comme un livrable, mais pour nous, on voit ça comme un livre. Ça raconte une histoire. Le planning d'un projet, c'est l'histoire d'un projet depuis son début, et l'histoire d'ailleurs, elle est réécrite à chaque fois qu'on rouvre le livre. Et donc la capacité technologique à pouvoir mettre de la richesse dans ce livre et mettre plus de mots, c'est quelque chose de très intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est justement de prendre les premières questions sur le sujet, si vous en avez. Il y en a déjà une, très bien. Super. Ça sera mieux avec ce micro-là, donc je vais brancher le deuxième. Je pense qu'on me les a éteints à la pause. Bonjour, Anaïs Perrier, je suis consultante en gestion de projet pour le compte du groupe Adecco. Première question, c'est laisser la création, en quelque sorte, d'un planning à une intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas perdre la main sur son contenu? J'entends par là qu'en tant que chef de projet, il est capital pour nous de maîtriser l'ensemble du planning, donc d'en connaître tous les tenants et aboutissants. Et si c'est pas nous qui l'écrivons, si c'est pas nous qui le construisons, comment est-ce qu'on peut en garder la maîtrise? Alors c'est marrant, c'est une question qu'on nous pose quand même à peu près tout le temps. Et c'est d'ailleurs un peu la différence entre ChatGPT et nous. C'est que ChatGPT, quand vous lui posez une question, vous ne savez jamais vraiment la réponse, ou en tout cas elle est toujours différente. Nous, ce qu'on a fait à la base, c'est qu'on a monté un moteur d'automatisation, dans lequel en fait on est capable de générer des plannings, et tout l'input et l'output est finalement contrôlé par de l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de contrôler et de savoir d'où vient la donnée et comment elle est générée. Du coup, ça change complètement l'approche. On a confiance dans le résultat, et c'est d'ailleurs le titre de notre conférence, c'est que la pure automatisation par l'IA, ça ne fonctionnera jamais. Mais par contre, utiliser de l'automatisation couplée à de l'intelligence artificielle, ça permet de contrôler finalement la donnée qu'on va générer pour avoir confiance dans le résultat, sachant que les plannings, c'est le moteur finalement des revenus des industriels. L'incertitude n'est pas du tout acceptée, et donc il faut avoir confiance dans ce que l'intelligence artificielle peut faire pour vous. Et je rebondirai aussi sur l'aspect confiance, parce que, in fine, c'est pas parce qu'on confie une partie du travail à un outil, que ce soit de l'IA ou d'ailleurs peu importe l'outil qu'on va utiliser, qu'on doit se déresponsabiliser en tant que project manager sur les hypothèses et les décisions à prendre. D'ailleurs, je pense que c'est les deux aspects clés, en fait, qu'on utilise du génératif ou pas. C'est les deux endroits où l'humain a toute son importance, et sur les hypothèses et les décisions à prendre dessus. Et on se rend compte dans pas mal d'organisations que le planning, si on fait le comparatif entre le confier à une IA ou le confier à un scheduler, un planner, les personnes qui prennent des décisions sur les plannings ne sont pas celles qui l'ont faites, et pourtant elles font confiance à cet interlocuteur.
Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas autant confiance à cet interlocuteur qu'à une IA dont on a maîtrisé la construction? Parce qu'on peut justement en maîtriser la construction si on décide de s'instruire sur le sujet et de participer à la construction. Et dans ce cas-là, en fait, la combinaison des deux est intéressante. Et du coup, je peux peut-être rebondir avec quelque chose que tu as dit. Tu parlais d'instantanéité et de richesse. Ouais. Donc, je peux peut-être vous partager en fait une expérience que j'ai eue moi dans l'industrie. Concernant l'instantanéité, un jour j'ai planifié un projet dans le nucléaire. Je n'avais ni Primavera, je ne connaissais pas le business, c'était la première fois que je travaillais dans une entreprise. Et on m'a demandé de faire un planning pour un projet à 350 millions d'euros. Bienvenue dans le monde des consultants. Voilà. Et alors je peux vous dire que j'ai quand même un peu de mal, clairement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à sortir un planning à peu près correct sur une dimension qui était le temps, au bout de 6 mois. Vous imaginez quand même 6 mois pour sortir un chemin critique pour dire que le projet, il avait déjà 2 ans de retard sur un projet à 3 ans. 60 millions de pénalités de retard, c'est un massacre. D'ailleurs, le directeur de programme s'est fait virer juste après, il était content. Donc ça, c'est le problème de l'instantanéité, c'est qu'au final, si on arrive à générer des plannings en répondant à des questions, on change complètement le paradigme. On est capable de prédire finalement l'avenir de manière beaucoup plus certaine. Et après, sur le côté richesse, je parlais tout à l'heure finalement que j'avais un planning que sur la durée. Et au final, un planning sans les ressources, ça sert à quoi? On ne sait pas finalement si on va pouvoir exécuter les différentes tâches parce que la compétence n'est pas là. On n'est pas capable de prédire finalement sa charge capacité, le budget de son projet. Et nous, notre vision avec Cyril, c'est apporter de la richesse justement à cette planification. Et si on compare ça finalement, une ligne de planning à des balles où on va jongler avec, tout le monde est capable de jongler avec 3 balles, mais personne n'est capable de jongler avec 100 balles. Nous, on considère que pour faire un projet, un planning vraiment pertinent pour un projet, c'est des milliers de balles qu'il faut. Et l'intelligence artificielle, elle est capable finalement d'apporter cette réponse. Et du coup, on pourrait d'ailleurs vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y avait déjà une question qui était ici, là, voilà. Et puis, il y en a une autre qui arrive. Bonjour, donc Martin Comte pour le compte d'Arcus. Vous parlez que les chefs de projet, ça change un peu leur mentalité. Il y en a certains qui ont peut-être un peu peur. En fait, j'aimerais sentir quel est votre ressenti quand vous arrivez dans une entreprise. Est-ce que les gens se disent « Ah, ça y est, ils arrivent, ils vont me remplacer » ou c'est plutôt de la curiosité? Quelle est la réaction du marché en fait? En fait, nous, on est confrontés aux deux réactions, parfois au sein des mêmes personnes d'ailleurs, selon le moment. Il y a de la curiosité, il y a de l'appréhension. Peut-être je vais vous expliquer, je vais vous raconter une anecdote sur un grand industriel français avec lequel on a décidé d'implémenter une IA spécifique sur leur portfolio and project management tool. Une de leurs problématiques, c'était le manque de qualité de la donnée. Donc, dans leur PPM, qui est le Portfolio and Project Management Tool, il manquait énormément de data. Donc, quand le CODIR se rassemblait pour prendre des décisions sur les KPI, en fait, il y avait des trous dans la raquette, ils le savaient. Et donc, on a décidé de travailler sur un point spécifique qui était du génératif de data qui complétait une détection d'anomalies. Donc, voilà ce qu'on a fait. Puis après plusieurs mois de travail, on leur a proposé justement de compléter tous les plannings avec l'aspect ressources pour donner quelle était la ressource, quel bureau d'études, quelles compétences, quel volume d'heures, pour pouvoir faire des plans de charge associés à des délais de manière totalement simultanée. Une fois qu'on a livré ça, c'est là où la direction a dit « Ah non, mais en fait, finalement, au Folio, on ne veut pas que vous nous fassiez une IA générative sur la ressource, parce que sinon, les chefs de projet, ils vont arrêter de se poser la question. Et ils vont même se poser une autre question qui est « Est-ce que notre boulot ne va pas disparaître? Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt essayer de mettre un petit indicateur rouge-vert juste pour dire si leurs estimations sont plutôt proches ou éloignées du prédictif que ferait une IA ?» Et donc c'est là où en fait on voit que l'aspect culturel, il y a encore quelques barrières à passer, parce qu'il y a des craintes sur est-ce que l'IA va prendre le boulot, est-ce que l'IA est fiable. Et en réalité, l'IA va ni prendre le boulot, ni remplacer totalement l'exercice
mais elle va aider, elle va complémenter, et comme tous les outils, comme le marteau, en fait, c'est celui qui sait s'en servir qui va pouvoir faire merveille, et puis ceux qui vont regarder vont être un petit peu, justement, dans l'appréhension. Donc, je pense que c'est le rôle du chef de projet de s'éduquer là-dessus, et d'ailleurs, vous êtes là pour ça, et on en est ravis, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est varié. Même nous, en tant que fondateur TechIA, on en maîtrise une partie. Nous, on est des spécialistes des IA expertes, moins des IA généralistes par ailleurs. Mais pour éviter cette appréhension, il faut justement passer du temps là-dessus, puisque ça va prendre une place de plus en plus importante. Et une autre question? Oui, bonjour, Walid Belbali. J'ai encore quelques... C'est pas super clair pour moi, j'entends parler d'automatisation. Pour moi, on automatise quelque chose qui se répète, mais tous les projets, ils sont différents. Donc, est-ce que ce que vous avez fait, ça s'applique à tous les projets, ou est-ce qu'il y a une famille particulière de projets sur lesquels ça s'applique? Et est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire très simple d'un chef de projet qui crée son planning, et à quel moment, comment l'IA intervient dans le process? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est... Dans une vie passée, j'ai passé 6 ans côté PMO où j'ai analysé beaucoup de données de planification, de grands portefeuilles, de centaines de milliers de projets. Et j'ai pu constater qu'on a un gros problème de qualité de données. Il y a un écart énorme entre ce qui se passe sur le terrain et ce qu'il y a dans nos systèmes de planning. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire une IA sur des plannings prévisionnels qui sont faux, de reproduire des plannings faux? Merci pour les questions, c'est très intéressant. Ouais. Alors pour la première question, on nous pose toujours la question, encore une fois, ça vient très souvent. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Et en gros, nous, on répond toujours de la même manière, c'est que les projets sont différents de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'ensemble des processus qu'on va mettre dedans sont les mêmes, mais par contre, c'est l'effort qu'on va mettre dedans, c'est le type de ressources, c'est l'effort, la durée, les coûts qui vont rendre finalement le projet unique. Du coup, notre approche là-dessus, c'est finalement justement utiliser l'IA pour enrichir les différentes dimensions de planification, pour finalement générer des plannings par des paramètres dimensionnants tels que, par exemple, la complexité, le niveau de maturité technologique, qui va faire que le projet est globalement différent. Pour répondre à la deuxième question, Cyril, tu veux... En fait, effectivement, chaque projet est différent, et c'est vrai que dans le détail, il y a toujours énormément de spécificités. Mais sur le haut niveau, globalement, d'ailleurs, dans toutes les entreprises, il y a des utilisations de fichiers Excel pour essayer d'automatiser, de créer des standards, etc. Donc, ce travail-là, il est très, très automatisable, cette partie, notamment au niveau. Et donc, pour donner un exemple, nous, on a notamment dans le secteur du transport, sur la fabrication de trains, on a travaillé à l'intégration de planning, donc sur la base d'une vingtaine de plannings, à faire ingérer par une IA qui va avoir le rôle de scanner justement toute la donnée, d'isoler le détail qui est spécifique, de reconnaître ce qui est standard et d'essayer de faire les analyses sur justement les variabilités par rapport à... Et le par rapport à, c'est là où l'humain il rentre en ligne de compte pour se poser cette question qui est pourquoi c'est spécifique? Qu'est-ce qui fait que ce train-là, vous avez pris 2 fois plus de temps? Qu'est-ce qui fait que celui-ci, il vous a coûté 3 fois plus cher? Et en fait, c'est ces questions-là qui sont l'intelligence humaine et dans lesquelles on peut mettre une forme d'automatisation par de l'apprentissage. Et après, charge au chef de projet de transformer le détail via des manières aussi qu'on pourra expliciter, notamment du rolling wave planning. Mais surtout, ce qui est au niveau, globalement, c'est extrêmement automatisable. Et alors du coup, pour répondre à la deuxième question, il y avait un sujet sur la qualité de la donnée. Je vais peut-être répondre en parlant un peu technique. En gros, on va rentrer un tout petit peu dans le détail de comment ça fonctionne l'intelligence artificielle. Nous, notre vision avec Cyril, c'est que l'intelligence artificielle, dans la gestion de projet, dans la planification, elle peut se découper en 2 parties. La première, c'est ce que nous on appelle le prompt automation. Donc le prompt automation, c'est finalement ce qu'on peut appeler communément du generative AI. Je ne sais pas dans la salle, honnêtement, qui sait comment ça marche. Est-ce qu'il y a des gens qui savent dans la salle comment ça fonctionne techniquement? Une seule? Ok. Bon, du coup, je vais expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. C'est qu'en gros, on va, par exemple, dans un prompt de type ChatGPT,
on va prédire le prochain mot d'une phrase. C'est juste ça. Donc en gros, on va prendre des données en entrée, on va prédire finalement la donnée de sortie dans une phrase, donc c'est un mot par exemple dans ce cas-là. Dans la planification de projet, comment on peut l'utiliser, ou dans la gestion de projet d'ailleurs de manière assez standard, c'est on peut imaginer de mettre par exemple des reporting de comités de pilotage projet et d'en tirer par exemple par des prompts tous les événements pour construire une claim sur un projet industriel. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Dans la planification projet, comment on peut l'utiliser pour justement régler le problème de la qualité. Donc là, c'est le ragging. Il y a Luc Julia qui en parlait justement hier. C'est qu'en fait, on est capable de connecter du coup des RAG à des systèmes de base de données pour finalement prendre de la donnée qui est spécifique au projet et faire des prompts pour aller chercher de l'information qui vont nous permettre de récupérer de l'information et vérifier si la donnée est pertinente. Pour en faire quoi? C'est du coup la deuxième partie, c'est les systèmes experts. Donc nous, avec Cyril, ce qu'on a fait pendant 4 ans, c'est qu'on a vu que utiliser ChatGPT de manière sur des plannings, c'est trop complexe. On ne maîtrise pas finalement la donnée et la réponse. Et donc en fait, ce qu'on est capable de faire avec des systèmes experts, c'est de prédire des valeurs extrêmement précises pour répondre à des problématiques comme quelle est la durée d'une tâche, quel est le nombre d'heures, quelles sont les ressources, les coûts. Et en fait, si on regarde tout ça, la complémentarité des deux systèmes, c'est que grâce au prompt automation, on est capable de récupérer de la donnée, contrôler la qualité, et finalement, avec la deuxième intelligence artificielle qui est les systèmes experts, on est capable de prédire extrêmement précisément n'importe quoi dans un planning. Donc en fait, ce qu'on est capable de faire, nous, avec Ofolio, c'est qu'on utilise le prompt automation pour nourrir des modèles experts de manière industrielle. Donc en gros, on a finalement automatisé la data science. C'est vraiment la technologie qu'on a montée derrière Ofolio. On a breveté d'ailleurs cette technologie aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement disruptive. Et pour régler du coup les problèmes de qualité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire énormément de modèles de manière complètement personnalisable grâce au prompt automation pour construire finalement des sortes de réseaux de neurones de modèles experts. Et grâce à ça, finalement, on est capable d'aller doucement vers de la qualité. On est capable de capitaliser toute la connaissance qu'on a dans les plannings, dans la tête des gens, finalement pour faire ce qu'on appelle après, et on vous en parlera, du prompt planning. Une autre question ici, si vous permettez, et puis après on aura aussi, je crois, une question, Brice, par Internet. Madame, allez-y. Oui, bonjour à tous. Du coup, Giovanna Lozancic, je suis Head of Sales chez Ofolio. Oui, salut les boss. Du coup, j'en profite, puisqu'au bureau, c'est toujours la course, voire le sprint. Alors du coup, une question qui revient régulièrement sur toutes les personnes intéressées, c'est ce qui a écrit juste au-dessus, c'est comment avoir confiance justement en l'IA concernant la sécurisation des données. Alors, c'est une question sur laquelle on pourrait rester assez longtemps parce que c'est le gros sujet, en fait. Pourquoi est-ce que, au sein des organisations, on a des barrières à passer sur l'adoption? C'est principalement le sujet de la confiance. La confiance, en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est l'explicabilité du résultat. D'ailleurs, la question que vous aviez posée était là-dessus, c'est pourquoi est-ce que j'aurais confiance si je ne maîtrise pas le système qui produit? Et pour justement essayer de garantir cette confiance, nous, ce qu'on recommande, c'est de participer au paramétrage de l'IA. En fait, le prédictif se base sur des ensembles de paramètres qui vont créer des corrélations pour prédire des valeurs. Voilà comment on pourrait synthétiser le fonctionnement d'une IA. Et quand on ne connaît pas les paramètres, du coup, forcément, on n'a pas confiance dans le résultat. Donc, un des éléments, c'est de comprendre quels sont les paramètres qui vont produire le prédictif. Et donc, nous, on travaille beaucoup à ça, à la démocratisation, à la pédagogie et à la co-construction, justement, pour travailler sur cette confiance. Et ce qui permet, notamment dans les grands groupes, d'avoir une adoption un peu plus facile, et notamment des DSI qui ont beaucoup de questions sur la confidentialité et la sécurité des données. Sur la confidentialité, la première question à se poser, c'est
ok, je vais demander à l'IA de me produire des prédictifs sur des éléments. C'est des plannings, par exemple. Ok, alors du coup, est-ce qu'un planning, c'est confidentiel? C'est la première question. On s'est rendu compte que pas forcément. D'ailleurs, on a 3 niveaux de confidentialité dans la plupart des sociétés. Le sujet du planning, il est souvent au milieu. Ce qui veut dire que dans des systèmes de modèles d'apprentissage qui sont cloisonnés, qui appartiennent à la société, sur lesquels les données sont maîtrisées et les paramètres sont co-construits, la confidentialité, c'est finalement la même problématique que quand on met en place un outil avec une database SaaS sur un cloud classique. Aucune différence. Et ensuite, la sécurité des données. Sur la sécurité des données, pour avoir confiance, il suffit de prendre l'IA exactement comme on prendrait un sujet de déploiement d'outils informatiques. À partir du moment où on sait que l'apprentissage, il est aussi maison, et qu'on construit une IA experte, et qu'on n'est pas en train d'embarquer un OpenAI sur lequel potentiellement la propriété intellectuelle ne nous appartient pas, dans ce cas-là, on peut aussi avoir confiance. Mais du coup, c'est tout un tas de questions à se poser qui sont un chemin de décision qui précède l'adoption de l'IA. Et en tout cas, c'est des questions à surtout pas sous-estimer, parce qu'en général, c'est un process de plusieurs mois avant qu'il y ait le feu vert pour y aller. On prend la question Internet, et puis après, je suis à côté de monsieur là, qui a le micro pour une question suivante. Brice, s'il te plaît, donc. Oui, nous avions beaucoup de questions en distanciel, mais vous avez déjà répondu à pas mal. Donc là, on a 2 questions. La première, c'est celle de savoir quels sont les inputs à définir et à mettre en place dans l'utilisation de votre outil, et quels sont les outputs et la plus-value concrète. La deuxième, c'est pouvez-vous confirmer la dimension du mot planning? Est-ce qu'en grosso modo seulement le timeline, ou ça inclut aussi la détermination des objectifs, le scope, les livrables, les exigences, le budget et les délais? Merci. Bon, je réponds à la première question, tu réponds à la deuxième? Ça marche, chef. J'en ai une autre pour toi d'ailleurs. Du coup, pour répondre finalement, comment on paramètre la technologie? C'est une question intéressante. Alors, en général, quand on arrive chez un client, qu'est-ce qui se passe? On lui dit finalement de quelle typologie de projet on parle. Donc ça peut être des projets IT, ça peut être des projets de construction de trains, de fusées, voilà, toutes les typologies de projets qu'on connaît sur le marché industriel. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les plannings du passé. Plus ou moins de bonne qualité, c'est pas un problème. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les importe dans notre technologie pour paramétrer les modèles. Alors comment finalement on customise les modèles d'IA dans notre technologie? C'est qu'associé à ces plannings, on va associer des paramètres. Donc ces paramètres, ça peut être, typiquement j'en parlais tout à l'heure, ça peut être la maturité d'une équipe, la complexité, le niveau de maturité technologique, enfin on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut. Et en gros, une fois qu'on a fait ça, on a paramétré les modèles d'IA. Et l'étape d'après, c'est qu'en fait, on va automatiquement créer ce que nous, on appelle un niveau 1 de planification. Donc un niveau 1 de planification, ça peut être plus ou moins détaillé, ça dépend finalement des entreprises. Donc ça peut être 10 lignes, comme ça peut être une centaine ou 200 lignes. Et grâce aux paramètres qu'on a définis dans les typologies de projet, on est capable après, via du prompt planning, de générer des plannings de niveau 1 complètement personnalisés par rapport au contexte du projet. C'est d'ailleurs comme ça qu'on rend les projets uniques d'une certaine manière. Et après, en fait, ce qu'on peut appliquer, c'est la même chose sur le niveau 2, sur le niveau 3, sur le niveau 4, pour arriver à un planning absolument parfait. Alors ça prend du temps, hein, on ne vous le cache pas. Générer un planning de niveau 1, ça prend une journée, de manière automatique avec notre technologie. Par contre, faire du niveau 2, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, de toute façon, aujourd'hui, on le fait manuellement. Et en plus de ça, c'est mal fait. Donc, en utilisant notre technologie, au moins on capitalise et on apporte de la qualité dans la planification. Et alors, du coup, la question du qu'est-ce qu'un bon planning? Le planning, en fait, c'est ce chemin qu'on trace entre un point A et un point B pour arriver à bonne destination. Et en fait, le bon planning, c'est celui qui prend en compte toutes les contraintes qui vont s'appliquer sur le chemin qu'on va suivre. Et donc, si on prend juste le planning comme un Gantt sur lequel on s'est fixé des objectifs de délai, mais qu'on ne s'est pas posé la question des moyens à mettre à disposition pour tenir ces délais,
ben déjà on est un petit peu moins sûr que c'est un bon planning. Si finalement on se fixe des objectifs, mais qu'on n'a pas assuré la cohérence avec le budget, avec les personnes, et maintenant on inclut de plus en plus d'autres dimensions, comme par exemple la responsabilité sociale et environnementale, et bien dans ce cas-là, c'est un moins bon planning. Et donc nous, ce à quoi on travaille, c'est redonner ces lettres de noblesse au sujet du planning, parce que penser le planning comme un schedule, comme disent les anglophones, finalement c'est biaiser beaucoup les décisions, parce qu'on va s'empêcher de mettre de la cohérence dans les décisions qu'on prend. Et par exemple, un des sujets sur lesquels on a travaillé il y a quelques mois de ça, et qu'on avait d'ailleurs présenté au PMI, c'était comment inclure l'impact carbone des activités d'un projet sur un planning. Pourquoi ? Parce que dans les arbitrages d'une société, d'un grand groupe, l'impact carbone faisait partie des axes stratégiques, et donc il était important de prédire l'impact carbone des activités d'un projet, parce que certains projets doivent être arbitrés en fonction de cet élément-là, et pas que du ROI d'ailleurs. Et donc, on peut imaginer tout ce qu'on souhaite. On a travaillé sur des choses assez exotiques, sur du prédictif à inclure dans ce qu'on appelle un bon planning. Mais le bon planning, en fait, c'est votre planning. C'est le planning que vous pouvez suivre avec une certitude que c'est le bon, jusqu'à ce que les hypothèses changent et qu'il faille le refaire, évidemment. Mais c'est le planning dans lequel vous avez confiance. Et donc, l'IA, elle doit vous permettre, en tant que chef de projet, d'aller projeter le niveau de qualité que vous souhaiteriez avoir, le niveau de confiance que vous souhaiteriez avoir dans les décisions. Et c'est là où en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de limite dans qu'est-ce qu'un bon planning. Et donc c'est finalement la seule limite, c'est l'imagination et la capacité à comprendre les contraintes qui s'intègrent sur les projets qu'on mène. Vous avez le micro, allez-y monsieur. Bonjour, Benoît Guillet, CETEC Eocène, directeur d'innovation. J'entends bien qu'on va aller chercher des plannings anciens qui ne sont pas forcément parfaits. Et je me pose la question, c'est du lien qu'on pourrait faire avec une autre techno que nous sommes en train de développer là, côté CETEC, sur la thématique des retours d'expérience. C'est une mine de savoir, de connaissances. Et si votre IA était capable, en plus des plannings, d'aller se connecter au REX de la société, ça pourrait encore augmenter la qualité. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Totalement. Merci Benoît, parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait tout à fait travailler. En fait, ce qui est intéressant dans le REX, c'est la compréhension de ce qui s'est passé. Donc le REX, c'est à la fois de l'outil, mais de la méthode. Donc être capable de capter l'information et mettre cette information dans le bon outil, ça doit permettre ensuite de projeter sur le futur quel est l'impact d'un aléa par rapport à ce qu'on a pu constater par le passé. Et donc être capable de, notamment, intégrer du risque dans le planning par rapport à des contextes qu'on est en train de rencontrer, et de voir aussi les impacts qu'on a pu subir par le passé, qu'ils soient en temps, qu'ils soient en personne, en budget, ou même sur d'autres éléments. Et ça peut tout à fait être automatisable, et notamment via de l'apprentissage modèle. Et donc, nous, en tout cas, en tant que fondateur IA, on est tout à fait à la recherche d'idées de ce type-là pour essayer d'amener le sujet du planning et du prédictif et de la performance projet au niveau supérieur. Donc le REX, en fait, c'est absolument nécessaire, parce que si pas de REX, pas de bonne prédiction. Donc c'est un très bon mariage. On a une autre question là, allez-y. Oui. Merci. Khaled Medini, professeur à Mines Saint-Étienne. J'ai deux petites questions sur le processus que vous avez décrit, en fait, les différentes étapes de planification. À quel moment le chef de projet intervient? Donc ça, c'est la première question. Dans tout ce processus, est-ce qu'on génère le tout et puis on regarde le détail, ou est-ce qu'on peut ajuster, interagir avec votre techno au fil de l'eau? Et puis la deuxième question, qui évalue et éventuellement valide le planning? Très, très, très bonne question. Alors en général, nous, quand on vient dans une société, le principal interlocuteur, c'est souvent le PMO. C'est finalement le responsable des outils et des processus de l'entreprise. Donc en général, on travaille avec lui justement pour appliquer le processus que j'ai décrit tout à l'heure. Donc une fois que ça s'est mis en place, l'idée c'est de tester finalement l'application avec des experts.
C'est-à-dire que les experts, eux, ils savent si la donnée elle est pertinente ou pas. Donc en général, on a une phase un peu de testing pour voir si la personne comprend les questions qui s'affichent sur le chat pour générer le planning. Donc c'est le prompt planning, on en parlera juste après. Et après, on va vérifier finalement l'exactitude des données. Par exemple, la durée d'une activité, le nombre d'heures, est-ce que la ressource elle est bonne, est-ce que le lien logique est bien celui qu'on veut. Une fois qu'on a fait cette validation, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la technologie sur des appels d'offres. Pourquoi ? Parce que finalement, dans les appels d'offres, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de détails. On a plutôt besoin finalement d'un haut niveau et finalement d'une réactivité technologique sur les changements d'hypothèses pendant qu'on fait cette phase contractuelle. Donc voilà, en général, c'est ça qu'on fait dans les sociétés. On a un monsieur qui a un micro là, au premier rang. Voilà. Bonjour, Jean-François Rangeard, je suis responsable management de projet R&D au sein d'Arcus Défense. Hier, Antonio nous a montré les 3 étapes, la carte, le GPS, la voiture autonome. Selon vous, où est-ce qu'on se situe et jusqu'où on pourrait aller? Et ce qui serait éventuellement, il nous a expliqué, c'était Luc Julia qui nous a expliqué que la voiture autonome à 100%, c'était une vue de l'esprit. Donc est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à l'autonomie à 100%? Et question subsidiaire, en région parisienne, depuis quelques semaines, on connaît une situation très atypique avec la fermeture de l'A13 et nos GPS sont totalement perdus. Donc est-ce qu'un GPS projet pourrait aussi être perdu dans le cas d'une situation inconnue et nouvelle pour lui? Oui, alors c'est là où je pense que nous, on a une position légèrement différente de celle qui a été présentée hier. Où, ce qui était présenté, c'est qu'on était encore au stade de la map à la main. Non, on est au stade du GPS automatisé aujourd'hui, où le chef de projet il peut définir son objectif et demander à la machine de lui créer pas juste le chemin, mais le chemin et les scénarios alternatifs par rapport à ses préférences. Ça existe aujourd'hui. C'est à disposition. Charge aux équipes projet d'aller chercher justement ces solutions qui sont maintenant à disposition, qui sont rodées, qui sont industrialisées. Donc là-dessus, il faut maintenant juste adopter. Et sur le sujet des GPS qui sont complètement perdus, en fait, je pense que une IA, comme un système d'automatisation, ne peut pas être créative. La créativité, c'est quelque chose d'humain. Et donc, face à une nouvelle situation avec des paramètres qui sont inconnus et totalement nouveaux, forcément, une IA, elle sera perdue. Une IA de planning comme un GPS, qui est aussi super intéressant d'un point de vue algorithmique d'ailleurs. Et donc, c'est là où l'humain a toujours sa place, parce que l'humain, il est là pour justement mettre cet aspect créatif, déduire de situations complexes une synthèse, encore plus quand c'est nouveau. L'IA, elle va juste récupérer ce qu'elle a appris, et puis de toute façon, si c'est complètement nouveau, elle va être perdue, et donc forcément, ça arrivera. Avez-vous d'autres questions? On va passer la parole à Brice, parce que je crois qu'il y avait une question externe. Oui, nous avons Faya qui souhaiterait savoir, avec votre retour d'expérience sur les planifications faites avec votre outil AI, à combien de pourcents estimez-vous la véracité de vos plannings réalisés? Ça, c'est d'un. Et ensuite, nous avons Pierre qui souhaiterait savoir, étant donné qu'il existe déjà des outils comme MX Project qui intègrent les ressources dans la planification, quelles sont les souffrances que vous avez déjà identifiées et en quoi est-ce que l'AI permet d'enlever cette souffrance? Alors peut-être pour répondre sur la première question, sur la véracité des plannings. En général, quand on fait les plannings à la main, les plannings sont quand même d'une qualité qui sont souvent pas au niveau. Il y a quelques experts qui arrivent à faire des bons plannings, mais globalement, c'est souvent des stagiaires ou des jeunes qui viennent et qui font des plannings. Ils ne savent pas comment faire, les gens n'ont pas le temps, enfin c'est un massacre. Je pense que tous les industriels peuvent partager cette même souffrance. Et donc, nous, avec Ofolio, on a des plannings qui sont générés automatiquement. Donc, on peut vraiment se focaliser sur l'analyse. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, on est capable de les corriger très rapidement pour justement arriver à des plannings qui sont bons tout de suite. Et pour répondre à la deuxième question sur finalement la MS Project, nous, on n'est pas là pour remplacer ces outils. Ces outils sont très bien. Primavera, Planisware, c'est des outils qui sont extrêmement robustes, implémentés.
chez tous les clients connectés avec toutes les bases de données. Donc on n'est pas là pour finalement les remplacer. On se voit plutôt comme un outil complémentaire. Donc par exemple, imaginons, on a un planning qui est fait dans MS Project et on veut tester justement la véracité du planning. Ça arrive souvent. En gros, on veut juste voir si le planning est bon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'importe dans l'outil et on vient finalement voir si, par exemple, la ressource est bonne, si le nombre d'heures est bien celui qu'il fallait, si la durée elle est pertinente, s'il manque des liens. On peut imaginer vraiment pas mal de choses et on peut même d'ailleurs corriger la donnée via notre système et après le réexporter dans les systèmes existants tels que MS Project ou P6. Donc voilà, c'est ça en tout cas notre complémentarité avec les outils du marché. Et effectivement, en fait, quand on parle de tester la véracité, ça touche à la confiance. Et on a eu pas mal de situations où on nous a dit, bon écoutez, mettez en place votre outil, et puis après un mois, une fois que le système d'apprentissage aura été rodé, on va comparer l'exercice entre le prédictif de l'outil et 4 experts qui vont faire le même exercice à la main. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand les experts font l'exercice à la main, déjà, ils ont eux-mêmes, entre eux, des livrables différents. Lequel d'entre eux a raison? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est un des trois? Est-ce que c'est personne? Donc ça pose des questions un peu philosophiques autour de qu'est-ce que la véracité et en qui on doit avoir confiance. Je pense que c'est plutôt autour du consensus qu'il faut avoir confiance, mais quoi qu'il en soit, nous en tout cas dans les démarches qu'on a pu mener, à chaque fois qu'on a fait des comparatifs, on était aux alentours de 80% d'exactitude après quelques semaines d'apprentissage. 80% c'est énorme. Et en fait, plus on utilise des algos d'IA, que ce soit au Folio ou d'autres, à partir du moment où vous utilisez des systèmes experts que vous avez vous-même entraînés, plus vous nourrissez la machine, plus la machine va répondre précisément à un contexte qui est similaire à ce que vous avez pu rencontrer par le passé. Madame, vous avez le micro, allez-y. Boyer Carole, chef de projet chez Bouygues Télécom. Donc moi j'aimerais savoir concrètement quel est le degré de détail dont on a besoin pour initier un planning via votre IA. Est-ce que je donne juste le titre du projet ou est-ce que je dois aller encore plus loin à ce niveau-là? Et deuxième question, est-ce que votre IA elle s'adapte aux différents types de méthodes de projet? Est-ce qu'en mode Scrum, on arrive justement à générer des planifications de projets ou parce que j'entends beaucoup parler de prédictif, est-ce que c'est que pour les cycles en V ou est-ce que ça s'adapte également aux projets en hybride et en agile complètement? Merci pour la question. Alors, quelle quantité de données il faut pour démarrer avec nous? 0. Je pense. On peut commencer presque avec rien du tout. Je parlais de niveau 1 tout à l'heure. Finalement, les premières données qu'on va injecter dans l'outil, si on n'a pas de planning, c'est quoi les paramètres dimensionnants de mon projet, tout simplement. Ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 30. Enfin, vous pouvez. Il y a des clients qui montent jusqu'à 150 questions pour générer leur planning. Et en gros, si vous n'avez pas de planning, nous, on commence par dire c'est quoi les grandes phases. En général, on sait à peu près tous quelles sont les grandes phases du projet. On a forcément un processus type stage gate qui permet d'avoir cette vision-là. Et en gros, on génère ces plannings-là, on génère un portefeuille et déjà on a une vision extrêmement poussée de son portefeuille en quelques minutes. Alors s'il y a de la donnée existante, j'en parlais tout à l'heure, en gros on vient importer les plannings et on applique du coup le processus d'IA pour générer des plannings beaucoup plus détaillés. Et ça fait le lien d'ailleurs avec l'agilité. Parce qu'avec notre outil, Cyril en parlait tout à l'heure, il parlait de rolling wave. Alors je ne sais pas si vous connaissez le concept de rolling wave, c'est un concept qui est dans les bouquins mais personne n'applique parce que c'est assez difficile à faire passer dans les organisations. Pourquoi? Parce que c'est assez conceptuellement difficile à imaginer. Et donc pour appliquer finalement de l'agilité dans la planification, on peut générer ces fameux niveaux 1 et venir détailler chaque partie du planning un peu au fil de l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans la première phase, on vient détailler cette phase de manière automatique, on ne détaille pas les autres, et puis on essaye d'avancer un peu au fil de l'eau, un peu en mode agile. Alors, ce n'est pas vraiment du Scrum, parce que c'est un peu différent comme concept, mais en tout cas, on est capable, avec un outil comme le nôtre, d'apporter finalement de l'agilité à un processus qui est extrêmement rigide aujourd'hui et très manuel.
Et sur les plannings en mode agile, ça reste un planning en fait, hein, de toute façon, et qu'on utilise une IA comme la nôtre ou comme d'autres IA qui commencent à émerger sur le marché sur du génératif planning. En soi, en fait, un projet Scrum, c'est un début, une fin, un scope, et puis on va finalement construire les éléments sous forme de blocs, de features. Là où on va avoir un cycle en V quand on est sur des projets un petit peu plus industriels, mais la méthode reste la même. On a une question au premier rang, allez-y. J'ai une question. Sana, donc de Abside, chef de projet Scrum Master. Je voulais revenir sur la confiance. Est-ce que ce manque de confiance, il ne viendrait pas du fait que nos managers, nos décideurs, les personnes qui nous embauchent ne maîtrisent pas finalement cette intelligence artificielle, ne savent pas comment elle fonctionne. Et est-ce qu'ils ont la réponse par rapport à cette sécurisation des données, vu que les intelligences artificielles sont américaines? Donc comment on peut travailler sur ces intelligences artificielles, cette sécurisation des données, en tant que chef de projet, ayant une hiérarchie, des managers qui eux-mêmes ne savent pas par quel bout prendre le chemin? Comment on peut avancer ensemble avec nos managers en tant que chef de projet avec les IA? Je réponds, finalement, il y a un peu deux questions. La première, c'est comment, finalement, on a confiance dans les IA qu'on va construire. Et la deuxième question, c'est finalement un peu la sécurité. Je te laisserai en parler, Cyril. Du coup, sur la première, c'est... Nous, au début, on arrivait, on montrait les résultats de l'IA aux clients, et puis on avait un rejet total de l'organisation. Ils disaient, je ne comprends pas d'où ça vient, pourquoi on fait ça, j'ai pas confiance. Et avec Cyril, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on automatise le processus de création de modèles pour que les gens, finalement, s'approprient ce qu'il y a dedans. La donnée, les paramètres qu'on va mettre dedans, et du coup, mieux maîtriser le résultat qu'on va en tirer. Donc en fait, pour moi, ChatGPT, c'est une black box. Nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, on permet de créer des IA sur mesure de manière extrêmement rapide. Donc nous, aujourd'hui, en 1 mois, on a un résultat qui est plutôt bon, et en 3 mois, on a un résultat qui est meilleur que l'humain, sur des données extrêmement précises. Et les gens comprennent, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est eux qui ont mis la donnée, c'est eux qui ont défini les paramètres de l'intelligence artificielle, on est capable de savoir d'où vient la donnée et d'avoir confiance dans le résultat. Donc après, il y a une autre question, c'est la sécurité, et je laisse Cyril en parler. Oui, sur la sécurité, après, ça touche au modèle d'apprentissage, où est localisée la donnée, comment elle est ségrégée. Et pour moi, il n'y a pas une grande différence entre des problématiques d'IA et des problématiques qu'on va retrouver avec des tools un petit peu classiques. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, sur aussi la question de comment on s'approprie les choses, à partir du moment où on automatise en termes de management, ce qui est compliqué, c'est que s'il y a un problème, on ne sait plus sur la tête de qui taper. Ouais. Et on ne peut pas taper sur la tête de l'IA. Ou alors on lui tape sur la tête, mais c'est un petit peu facile. Et ça, c'est un sujet de culture, du coup, qui amène à se poser des questions. Et c'est pour ça que l'appropriation, la co-construction, permet d'avoir de la responsabilisation à la fois du management, mais aussi des équipes qui ont participé à la construction d'un joli projet IA et qui du coup maîtrisent le résultat et sont en partie responsables du résultat. Ça marche pas là? Ah voilà. On va prendre les 2 dernières questions, donc monsieur, et puis après Suzy qui interviendra donc pour conclure et par sa dernière question. Allez-y, vous avez le micro, monsieur. Merci. Je me permets, j'ai une deuxième question suite aux discussions. C'est un peu lié à la confiance et à la véracité, par exemple 80%. Est-ce que c'est par rapport au scope, ce qu'il faut faire, en fait, cette véracité? Ce sont des activités qu'il faut faire dans un projet, pas le cycle de vie, mais ce qu'il faut faire. Ou est-ce que c'est par rapport à l'estimation, en fait, de tout ce qui est durée, ressources, etc. Ou est-ce que c'est les deux? En fait, en gros, si vous voulez, la question, est-ce que votre technologie permet de définir ce qu'il faut faire pour un projet, d'estimer ressources, durée, etc. Ou est-ce qu'à partir d'un certain nombre d'activités qui existent déjà pour ce projet, on génère un planning, c'est un peu le schedule du projet avec une estimation des ressources, etc. C'est les deux, parce que, merci pour la question, puisqu'en fait, un bon planning, c'est un planning qui intègre tout. Et d'ailleurs, c'est-à-dire un bon scope, un bon niveau de détail, une cohérence entre le plan et le chemin qu'on va suivre.
et sur les estimations. Et les estimations, c'est tout ce qui est associé aux moyens nécessaires à accomplir son projet et à le mener au succès. Donc les moyens, le premier, c'est le temps. Combien de temps on doit prendre sur l'ensemble, sur chaque niveau de détail, les personnes et tout ce qui va être structurant pour l'entreprise d'un point de vue budgétaire et moyen pour mener les choses au succès. Donc voilà comment on a comparé les choses et de manière un peu plus concrète. En général, on a pris le planning avec les délais, le contenu, les ressources et le budget. Et voilà ce qui nous a permis de faire le comparatif. Et après, en fait, quand on a voulu comparer plus, on s'est rendu compte que c'est plus possible parce que de toute façon, c'est jamais fait à la main, le plus. Et donc, de toute façon, comparer l'IA à ce que ferait un humain, on ne peut pas puisqu'on ne le fait pas. Donc, c'est là où l'IA devient intéressante parce qu'on commence à aller plus loin que l'exercice qu'on a l'habitude de faire. Et donc, ça amène justement à se dire, bon, ok, est-ce que j'ai confiance là-dedans? Oui et non. Il faut avoir confiance, mais il faut être critique. Parce que de toute façon, si on n'est pas capable de le faire à la main et qu'on a la production d'une projection, c'est quand même intéressant de la regarder. Est-ce qu'on doit la suivre aveuglément? Non, certainement pas. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit peu plus d'éléments dans la prise de décision. Et je vous laisse conclure donc par votre question. Merci. Vous avez évoqué les RAG, donc ces technologies qui, couplées au LLM, permettent de l'alimenter avec des bases de données internes pour des réponses plus fiables et pertinentes pour les projets et les entreprises. J'aurais voulu savoir si l'utilisation de ces RAG nécessitait des bases de données limitées en termes de taille de données. Quelles sont les conséquences de l'usage de bases de données conséquentes et qu'est-ce qu'il en était de la sécurité de ces données avec lesquelles on alimente indirectement les LLM? Est-ce qu'elles sont protégées par les RAG ou est-ce que tout fuit sur les LLM? Alors, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur le prompt automation. Donc nous, en fait, le prompt automation, c'est utilisé comment? Je vais essayer de répéter avec un peu de technicité là-dedans. En fait, on utilise le prompt planning justement pour aller chercher, du prompt automation, pardon, pour aller chercher des informations qui sont spécifiques. Donc les informations qu'on peut mettre, c'est des bases de données qui sont de toute taille. Plus on met de données, plus ça coûte cher. C'est un peu le problème. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte à des bases de données qui peuvent être de tout type. Ça peut être des bases de données de PDF, de PowerPoint, enfin on peut imaginer tous les types de formats possibles. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prompter, donc on va utiliser des prompts pour aller chercher des informations spécifiques. Donc là, on utilise du LLM, parce qu'en fait, le LLM, c'est justement le prompt. On peut utiliser le prompt pour aller chercher de l'information via du RAG. Donc grâce à ça, on récupère de la donnée. Et en gros, nous, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on va avoir des prompts qui vont aller chercher si la donnée qui est récupérée est de qualité. Et ça fait le lien finalement avec toute notre innovation qu'on a brevetée. C'est qu'en fait, toute cette donnée-là, on va la capitaliser et on va l'injecter dans des systèmes experts. Donc on n'est pas obligé de faire tout ça, hein. C'est juste pour automatiser finalement le processus de capitalisation de données avec les données qu'on a à disposition pour finalement nourrir des systèmes experts pour aller faire notamment une innovation qu'on a montée avec Cyril qui est de l'enrichissement de planification. Donc ça peut être utile notamment pour faire de la détection de non-qualité dans des systèmes PPM dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question techniquement, mais voilà. La sécurité des données. Et la sécurité des données. Ouais. La sécurité des données, c'est généralement, en fait, s'il y a des sujets de confidentialité, le mieux, c'est de mettre en place ce système expert sur l'environnement spécifique de la société et de ne pas utiliser des modèles dont on n'a pas la maîtrise, notamment sur la maintenance ou sur justement les échanges de données. Donc nous, c'est ce qu'on recommande et c'est là où il est intéressant d'utiliser des systèmes experts dont on est en partie propriétaire parce que sinon on est dépendant du fournisseur et quand on parle de données sensibles, forcément c'est inenvisageable. Donc voilà, nous en tout cas, ce qu'on recommande comme approche. Merci de vos questions. Merci beaucoup Cyril William de votre intervention et de ce